Par une matinée sombre de janvier de l'année 1351, dans les cachots humides du château de Talavera de la Reina, une femme qui avait été la personne la plus puissante d'Espagne agonisait dans une cellule infecte. Ses mains, jadis parées des joyaux les plus précieux de la cour castillane, étaient désormais enchaînées avec du fer rouillé. Ses cheveux noirs, qui avaient séduit un roi et éveillé la haine mortelle d'une reine, pendaient sales et ébouriffés sur ses épaules décharnées. Cette femme était Léonore de Guzman, la maîtresse la plus célèbre de l'histoire médiévale espagnole, qui pendant 16 années gouverna dans l'ombre un royaume entier, donna naissance à 10 enfants bâtards de sang royal et défia ouvertement la reine légitime dans une lutte de pouvoir qui ne se terminerait qu'avec sa mort brutale. Comment une jeune femme de la petite noblesse andalouse parvint-elle à s'élever au point de pratiquement gouverner la Castille? Comment osa-t-elle rivaliser directement avec une reine couronnée, l'humiliant publiquement pendant des décennies? Et pourquoi sa fin fut-elle si terrible que même les chroniqueurs de l'époque hésitèrent à décrire les détails de sa torture et de son assassinat? Pour comprendre cette histoire extraordinaire d'amour, de pouvoir, de trahison et de vengeance, nous devons revenir au début du XIVe siècle, quand la péninsule ibérique bouillonnait de guerres, d'intrigues palatiales et d'une noblesse brutale qui n'hésitait pas à verser le sang pour les motifs les plus sordides. Léonore de Guzman naquit vers l'année 1310 dans une famille de petite noblesse de Séville. Son père, Pedro Núñez de Guzman, était seigneur de quelques terres dans le sud de l'Andalousie, mais sa position sociale était loin d'être comparable à la haute aristocratie castillane. Sa mère, Béatrice Ponce de León, descendait d'une lignée légèrement plus illustre, mais néanmoins modeste selon les critères de l'époque. Rien dans l'enfance de Léonore ne laissait présager qu'elle deviendrait l'une des femmes les plus influentes de son siècle. Ce qui distinguait Léonore depuis sa jeunesse n'était pas sa position sociale, mais sa beauté extraordinaire et son intelligence. Les chroniqueurs de l'époque la décrivaient comme possédant une beauté éblouissante, avec des cheveux noirs comme l'ébène, des yeux sombres et pénétrants, une peau blanche comme l'ivoire et une silhouette élégante qui attirait l'attention dans n'importe quelle salle. Plus important encore, elle possédait un esprit aiguisé et une personnalité magnétique qui la distinguait des autres jeunes nobles de sa génération. Tandis que ses contemporaines n'étaient éduquées que pour être des épouses obéissantes, Léonore démontrait dès son plus jeune âge une ambition et une ruse qui feraient d'elle l'une des femmes les plus redoutées de son époque. Son opportunité surgit en l'année 1325, quand Alphonse XI monta sur le trône de Castille à l'âge de 14 ans. Le jeune roi avait été marié encore enfant à Marie de Portugal, fille du roi portugais Alphonse IV, dans un arrangement politique destiné à renforcer l'alliance entre les deux royaumes ibériques. Le mariage, célébré quand tous deux étaient pratiquement des enfants, était purement politique et ne développa jamais aucune composante romantique ni même affective. Marie de Portugal était une femme vertueuse, pieuse et dévouée à ses devoirs de reine, mais elle était aussi timide, physiquement peu attirante et complètement démunie face aux intrigues de la cour castillane. Alphonse XI, quant à lui, était un jeune homme viril, ambitieux et assoiffé tant de pouvoir politique que de plaisir charnel. L'incompatibilité entre le couple royal était évidente pour tous à la cour, créant une situation qu'une femme suffisamment intelligente et audacieuse pourrait exploiter. Ce fut dans ce contexte que Léonore de Guzman arriva à la cour castillane en l'année 1327, amenée par des parents qui espéraient améliorer leur position grâce à une liaison avec la famille royale. À 17 ans, Léonore était une jeune femme d'une beauté saisissante et d'une personnalité captivante qui attira immédiatement l'attention du roi de 21 ans. Ce qui commença comme une attraction physique se transforma rapidement en une passion obsessionnelle qui changerait complètement la dynamique de la cour castillane. Alphonse XI n'était pas un homme donné aux demi-mesures. Quand il tomba amoureux de Léonore, il ne se contenta pas d'en faire une maîtresse discrète, comme c'était courant parmi les rois de l'époque. Au lieu de cela, il l'installa publiquement dans l'Alcazar de Séville, lui accorda des terres et des titres, et commença à la traiter avec des honneurs qui rivalisaient et surpassait fréquemment ceux accordés à la reine légitime. Ce comportement sans précédent choqua la cour et humilia profondément Marie de Portugal, qui se vit éclipsée par une rivale beaucoup plus jeune, belle et charismatique. La situation devint encore plus scandaleuse quand,
En l'année 1330, Léonore donna naissance à son premier enfant avec le roi, Pedro, qui fut immédiatement reconnu comme fils bâtard royal et reçut le titre de comte de Trastamare. Cette reconnaissance publique de la progéniture illégitime fut une humiliation supplémentaire pour Marie de Portugal, qui n'avait toujours pas réussi à donner au roi l'héritier légitime que le royaume attendait. Dans les années suivantes, Léonore établit un modèle qui démontrait sa fertilité extraordinaire et son influence croissante sur le roi. Elle donna naissance à 10 enfants d'Alphonse XI au cours de 16 années, Pedro, Sancho, Henri, Fadrique, Fernando, Tello, Jean, Sancho le Jeune, Pedro le Jeune et Jeanne. Chaque naissance était célébrée publiquement et chaque enfant recevait des titres, des terres et des positions qui les plaçaient parmi les nobles les plus puissants du royaume. Cette situation créa une dynastie bâtarde qui rivalisait en pouvoir et en influence avec la famille royale légitime elle-même. Ce qui rendait la position de Léonore véritablement révolutionnaire n'était pas seulement le nombre d'enfants qu'elle eut avec le roi, mais le degré de pouvoir politique qu'elle parvint à accumuler. Elle n'était pas simplement la maîtresse royale. Elle était devenue, en pratique, la véritable reine de Castille. Alphonse XI la consultait sur toutes les décisions importantes. Elle influençait les nominations aux postes gouvernementaux, participait aux délibérations du Conseil royal et recevait les ambassadeurs étrangers. Sa cour parallèle à Séville rivalisait avec la cour officielle en magnificence et en influence politique. Cette situation extraordinaire durerait 16 années, pendant lesquelles Léonore devint l'une des femmes les plus puissantes de l'Europe médiévale. Elle accumule d'énormes terres, incluant la seigneurie de Medina Sidonia, Jimena et Alcalá de Los Gazul, devenant l'une des plus grandes propriétaires terrières de la péninsule ibérique. Sa richesse rivalisait avec celle des ducs et des comtes, et son influence politique était telle qu'aucune décision importante n'était prise sans son approbation. Pendant ce temps, Marie de Portugal vivait dans une situation d'humiliation constante. La reine légitime était traitée comme une figure décorative, ne recevant que les honneurs formels de sa charge, tandis qu'elle voyait sa rivale recevoir le véritable pouvoir et la dévotion de son époux. Cette situation dégradante continua pendant plus d'une décennie, durant laquelle Marie fut forcée d'assister impuissante, tandis que Léonore donnait au roi enfant après enfant, chacun représentant à la fois une nouvelle humiliation personnelle et une nouvelle menace pour la succession légitime. La situation changea dramatiquement en l'année 1340, quand Marie de Portugal parvint finalement à concevoir et donna naissance à Pedro, qui deviendrait le futur Pedro Ier de Castille. La naissance d'un héritier légitime aurait dû renforcer la position de la reine, mais paradoxalement eut l'effet contraire. Alphonse XI, sentant peut-être qu'il avait accompli son devoir dynastique, devint encore plus ouvert dans sa préférence pour Léonore et ses enfants bâtards. Dans les dernières années de la décennie de 1340, il devint évident pour tous à la cour qu'Alphonse XI considérait sérieusement la possibilité d'annuler son mariage avec Marie de Portugal et d'épouser légitimement Léonore. Une telle décision aurait automatiquement légitimé tous les enfants bâtards et créé une crise successorale sans précédent. La tension à la cour atteignit des niveaux dangereux, avec des factions se formant autour de la reine légitime et de la maîtresse royale. Ce fut à ce moment critique que le destin intervint de manière définitive. En l'année 1350, durant le siège de Gibraltar contre les Maures, Alphonse XI contracta la peste noire qui dévastait l'Europe. En mars de cette année, le roi mourut dans son campement militaire, laissant derrière lui un royaume divisé, une succession disputée et 2 femmes dont la haine mutuelle pouvait enfin être résolue sans la protection royale. La mort d'Alphonse XI marqua le début de la fin pour Léonore de Guzman. Son protecteur avait disparu, et Pedro Ier, le fils légitime de Marie de Portugal, assuma le trône à 16 ans. Bien que le nouveau roi fût techniquement demi-frère des enfants bâtards de Léonore, il avait grandi en voyant sa mère être constamment humiliée par la maîtresse de son père. La soif de vengeance qui s'était accumulée pendant des décennies trouvait enfin une occasion d'être assouvie. Marie de Portugal, désormais reine-mère et régente de facto durant la minorité de son fils, ne perdit pas de temps pour se venger de la femme qui avait fait de sa vie un enfer pendant 16 années. Léonore, qui était restée à Séville après la mort du roi,
fut immédiatement déclaré ennemi de l'État et ses biens furent confisqués. Ses enfants, qui avaient grandi comme des princes, furent soudainement transformés en fugitifs, forcés de chercher refuge où ils le pouvaient. Léonore tenta initialement de négocier avec la nouvelle administration, offrant de renoncer à toutes ses possessions et de se retirer dans un couvent en échange de sa vie et de la sécurité de ses enfants. Cette tentative de conciliation fut reçue avec mépris par la cour, qui était assoiffée de sang après des décennies d'humiliation. Marie de Portugal avait attendu trop longtemps sa vengeance et n'était pas disposée à se contenter de demi-mesures. En septembre de l'année 1350, Léonore fut trahie par l'un de ses propres alliés, qui révéla sa cachette aux forces royales en échange du pardon et d'une récompense. Elle fut capturée dans une embuscade alors qu'elle tentait de fuir vers l'Aragon, où elle espérait trouver la protection de Pedro IV, qui était ennemi de la Castille et aurait pu avoir intérêt à protéger les fils bâtards d'Alphonse XI comme pièce dans ses propres intrigues politiques. L'emprisonnement de Léonore fut mené avec une cruauté délibérément symbolique. La femme qui avait vécu dans des palais fut enchaînée comme une criminelle ordinaire. Ses magnifiques cheveux furent coupés, ses bijoux confisqués, et elle fut forcée de porter les vêtements grossiers d'une prisonnière. La transformation de reine de facto en prisonnière humiliée fut conçue pour maximiser à la fois la souffrance psychologique et physique. Léonore fut emmenée au château de Talavera de la Reina, une forteresse sombre qui avait été spécifiquement choisie pour sa réputation comme lieu de torture et d'exécution. Pendant des mois, elle fut maintenue dans des conditions délibérément dégradantes, dans un cachot humide et froid, ne recevant que le minimum de nourriture nécessaire pour la maintenir en vie. L'objectif n'était pas seulement de la tuer, mais de la détruire complètement avant la mort. Durant sa captivité, Léonore fut soumise à des interrogatoires brutaux destinés à la forcer à révéler l'emplacement de trésors cachés et à impliquer ses enfants dans des conspirations contre le nouveau roi. Elle refusa constamment de coopérer, démontrant un courage qui impressionna même ses tortionnaires. Cette résistance ne fit qu'intensifier la cruauté de son traitement, car Marie de Portugal interpréta la dignité maintenue par sa rivale comme un défi final qui devait être brisé. Les détails spécifiques de la torture de Léonore ne furent enregistrés que fragmentairement par les chroniqueurs de l'époque, qui même dans une ère brutale furent choqués par la cruauté démontrée. Elle fut soumise à ce que les documents appellent des tourments extraordinaires, un euphémisme pour des tortures qui allaient au-delà des méthodes habituelles de l'époque. Ses mains, qui avaient tenu des sceptres et signé des décrets royaux, furent brisés os par os. Ses pieds, qui avaient marché sur des tapis perçants dans les palais royaux, furent brûlés avec du fer rouge. Durant toute cette souffrance, Léonore refusa d'implorer la miséricorde ou de renier sa relation avec Alphonse XI. Même dans les profondeurs de la douleur et de l'humiliation, elle maintenait qu'elle avait été la véritable épouse du roi, non sa concubine, et que ses enfants étaient des princes légitimes de sang royal. Cette insistance sur sa dignité royale, même dans les circonstances les plus désespérées, enrageait encore plus ses tortionnaires et prolongeait sa souffrance. L'exécution finale de Léonore eut lieu en janvier de l'année 1351, après des mois de torture qui avaient réduit la jadis magnifique femme à une ombre brisée d'elle-même. Même ainsi, quand elle fut menée à l'échafaud improvisé dans la cour du château, elle marcha avec la posture droite qu'elle avait apprise dans les palais royaux, refusant de montrer la peur devant ses bourreaux. Ces dernières paroles, enregistrées par un témoin, ne furent pas adressées à ses bourreaux, mais aux enfants absents. « Dites à mes enfants que leur mère est morte en reine et qu'ils doivent se rappeler que le sang de Castille coule dans leurs veines. » C'était un dernier acte de défi contre ceux qui avaient tenté de détruire non seulement sa vie, mais sa dignité et son héritage. La forme exacte de son exécution fut délibérément brutale et humiliante. Au lieu d'une décapitation rapide qui aurait été appropriée pour quelqu'un de sa position, Léonore fut lentement étranglée avec une corde de chanvre, une méthode réservée aux criminels ordinaires. Son corps fut laissé pendu pendant des heures comme un avertissement pour d'autres qui pourraient défier l'autorité royale, avant d'être enterré dans une tombe sans nom sur les terres du château. La mort de Léonore de Guzman n'apporta pas la paix que Marie de Portugal avait espérée. Au lieu de cela, elle créa une soif de vengeance chez ses enfants survivants qui plongerait la Castille dans une guerre civile sanglante.
Henri de Trastamare, son deuxième fils aîné, jura vengeance contre Pedro Ier et passa des années à organiser une rébellion qui culminerait dans l'assassinat du roi légitime et la fondation d'une nouvelle dynastie. La guerre civile entre Pedro Ier et ses demi-frères bâtards dura plus d'une décennie et dévasta le royaume de Castille. Pedro, connu dans l'histoire comme le Cruel, développa une paranoïa croissante concernant les ambitions de ses demi-frères et ordonna l'assassinat de plusieurs d'entre eux, incluant Fadrique, qui fut tué personnellement par le roi dans l'Alcazar de Séville. Cette brutalité ne fit qu'alimenter davantage le cycle de vengeance qui avait commencé avec l'exécution de Léonore. Le conflit se termina finalement en l'année 1369, quand Henri de Trastamare tua Pedro Ier de ses propres mains durant la bataille de Montiel. Avec cette mort, la dynastie légitime de Castille arriva à sa fin, et la nouvelle dynastie Trastamare, fondée par les fils bâtards de Léonore de Guzman, assuma le trône. C'était une vengeance complète et définitive, obtenue seulement à travers des décennies de guerre civile qui coûta des milliers de vies. Ironiquement, la femme qui avait été exécutée comme traître et criminelle devint, à travers ses enfants, la fondatrice de la dynastie royale qui gouvernerait la Castille pendant les 2 siècles suivants. Henri II, le fils de Léonore qui avait vengé sa mort, établit une lignée qui inclurait quelques-uns des rois les plus importants de l'histoire espagnole, incluant les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. L'héritage de Léonore de Guzman dans l'histoire espagnole est complexe et contradictoire. D'un côté, elle fut une femme qui défia toutes les conventions sociales de son époque, accumulant un pouvoir politique et une influence qu'aucune femme non couronnée n'avait possédé auparavant dans la péninsule ibérique. Son intelligence, son ambition et son charisme lui permirent de gouverner effectivement un royaume pendant 16 années, prenant des décisions qui affectaient des millions de personnes. D'un autre côté, son ascension au pouvoir vint au prix de l'humiliation systématique d'une autre femme, Marie de Portugal, qui ne portait aucune responsabilité pour l'incompatibilité de son mariage arrangé. La rivalité entre les deux femmes créa une dynastie de haine qui coûterait des milliers de vies et plongerait la Castille dans le chaos pendant des décennies. En ce sens, Léonore peut être vue à la fois comme une pionnière du pouvoir féminin et comme l'une des responsables de l'une des guerres civiles les plus sanglantes de l'histoire médiévale espagnole. Les chroniqueurs de l'époque furent divisés sur la façon d'interpréter la figure de Léonore. Certains la virent comme une femme ambitieuse et manipulatrice qui corrompit le roi et apporta le malheur au royaume par son influence néfaste. D'autres la décrivirent comme une femme extraordinaire, qui fut victime des circonstances et des conventions sociales de son époque, punie brutalement pour des crimes qui étaient fondamentalement le résultat de décisions prises par le roi. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces interprétations extrêmes. Léonore de Guzman fut indubitablement une femme d'ambition et d'intelligence exceptionnelle, qui sut profiter d'une opportunité extraordinaire pour accumuler le pouvoir dans un monde dominé par les hommes. Sa capacité à maintenir cette position pendant 16 années, face à l'opposition constante de la reine légitime et de factions de la noblesse, démontre des compétences politiques et personnelles remarquables. En même temps, son comportement envers Marie de Portugal fut souvent cruel et inutilement humiliant. Léonore aurait pu exercer son influence sur le roi de manière plus discrète, épargnant à la reine légitime les humiliations publiques constantes. Son insistance à rivaliser directement avec Marie, usurpant ses prérogatives et éclipsant sa position, suggère une cruauté calculée qui allait au-delà de la simple ambition politique. Peut-être l'aspect le plus impressionnant de l'héritage de Léonore est la façon dont elle affronta sa chute et sa mort. Après avoir vécu au sommet du pouvoir et du luxe, elle démontra un courage et une dignité extraordinaires durant des mois de torture et d'humiliation. Son refus de renoncer à son identité ou d'implorer la miséricorde, même dans les circonstances les plus désespérées, révèle un caractère d'une force exceptionnelle. Aujourd'hui, plus de 700 ans après sa mort, Léonore de Guzman demeure l'une des figures les plus fascinantes et controversées de l'histoire médiévale espagnole. Sa vie illustre à la fois les possibilités et les dangers du pouvoir non officiel dans une société patriarcale, et sa mort démontre comment la vengeance personnelle pouvait se transformer en catastrophe politique dans une ère de monarchie absolue.
L'histoire de Léonore sert aussi comme rappel sombre de la façon dont les femmes étaient fréquemment utilisées comme pièces dans un jeu politique plus large, et comment leurs vies et leurs corps étaient considérés comme territoire légitime pour les luttes de pouvoir masculines. Tantôt Léonore que Marie de Portugal furent, en fin de compte, victimes d'un système qui réduisait les femmes à des instruments pour les ambitions des hommes. Bien que Léonore ait réussi à manipuler ce système à son avantage pendant un temps remarquable. L'exécution brutale de Léonore de Guzman marque la fin d'une ère dans l'histoire espagnole, mais aussi le commencement d'une autre. Sa mort planta les graines de la guerre civile qui transformerait la Castille et établirait une nouvelle dynastie royale. En ce sens, même dans la mort, elle continua à façonner l'histoire espagnole à travers l'héritage de vengeance et d'ambition qu'elle transmit à ses enfants. La maîtresse qui défia une reine paya effectivement de sa vie, mais son sacrifice finit par être la fondation sur laquelle ses descendants construiraient un empire. C'est une ironie finale appropriée pour une femme dont la vie entière fut marquée par des paradoxes. La concubine qui gouverna comme une reine, la bâtarde qui fonda une dynastie légitime, et la victime dont la mort devint la graine d'une vengeance qui durerait des générations.